droit à adorer la pièce. C'est vraiment une prestation extraordinaire. On parle même de jouer plusieurs centaines de fois en Europe. C'est un succès, un grand succès. Que c'est formidable mon amour, on va pouvoir enfin se payer notre propre chez nous. Comment ça? Mais il va bien être payé pour que son œuvre soit jouée. Toutes nos condoléances. Mais du coup, vous allez quand même nous payer ce que vous nous devez. Hein? Quoi? Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce magnifique mois d'août. Parce que si on vous vaccine de force, vous sortez la pompe à venin. Que? Dans cet épisode sur le sujet à peine pas crispant des droits d'auteur. Nous allons aborder dans cet épisode divers éléments de la naissance du concept de droit d'auteur qui n'est pas très lointain, mais également de la naissance de la SACEM, pour prendre l'exemple d'une société gérant des droits d'auteur particuliers. Et de tout ça, on va essayer d'en dresser un petit bilan entre nécessité pour les artistes et abus de l'autre côté dans un système que l'on pourrait qualifier presque de vérolé. C'est parti. Commençons par le commencement, ce qui est quand même vachement mieux. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant très longtemps, les auteurs, les compositeurs et ainsi de suite ne jouissaient pas. Hop hop hop, tu te calmes! Ne jouissaient pas, disais-je, de leur création après leur parution, ou alors c'était dans des conditions vraiment très particulières. Pour les auteurs, pour avoir le droit d'être publiés, que ce soit un roman ou un livre de partition, il fallait qu'ils obtiennent le privilège de pouvoir le faire imprimer. Ce privilège, on le retrouve notamment dans les premières pages des livres de l'époque, avec approbation et privilège du roi. Assez paradoxalement, les auteurs vont se retrouver exclus de ce système qui va principalement concerner les corporations d'imprimeurs. En effet, sans un imprimeur, l'auteur peut avoir tous les privilèges qu'il veut de faire imprimer son ouvrage, il ne pourra rien en faire. Et d'ailleurs, les auteurs vont se retrouver tellement exclus de ce système que en 1618, une lettre patente, donc un acte législatif royal, complètement dans la voie légale, va interdire aux auteurs d'être partie prenante du côté vente des ouvrages. Tout ça pour empêcher, dans un premier temps, qu'un auteur, imprimeur, distributeur ne rafle tout l'argent, tout simplement. Ce système de privilèges, il va se transformer très rapidement en un système de censure, et ça dès le début du XVIIe siècle. On va donner le privilège et l'autorisation d'imprimer aux textes qui plaisent au pouvoir, et les textes qui déplaisent, tout simplement, on ne va pas les autoriser. C'est pour ça que de nombreux auteurs vont aller faire imprimer dans des pays limitrophes de la France. Mais dites donc, mais c'est qu'il est vilain ce livre! Oui, très vilain. Comme les auteurs sont exclus du système de la vente, forcément ils ne touchent rien dessus. Puis une fois que le libraire s'est arrangé avec celui qui veut faire imprimer, et bien au final, des ventes, seul l'imprimeur touchera quelque chose. Il faut attendre un arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1777 pour qu'enfin soit reconnue une propriété naturelle et exclusive à l'auteur. Alors, en fait, en pratique, ça va pas changer grand-chose. Ça va juste mettre à plat le système de librairie qui créait auparavant une très grande disparité entre les imprimeurs de Paris d'une part et les imprimeurs de province d'autre part, qui étaient souvent contraints à faire de la contrefaçon d'une œuvre qui avait pour imprimeur officiel, 90% du temps, un imprimeur de Paris. Bref, toujours est-il que sous l'Ancien Régime, un artiste, un auteur, etc., pour survivre, devait être soit noble et avoir les fonds suffisants et toucher ce qu'il fallait derrière pour ne pas trop avoir à s'inquiéter à travailler, ou tout simplement avoir un mécène. Par exemple, Nicolas Fouquet, intendant des finances, était mécène de Molière. Et Mozart, lorsqu'il a voulu s'affranchir
de tous ses mécènes pour survivre par ses propres moyens, et il s'est retrouvé dans une fosse commune. Les premières lois sur les droits d'auteur vont apparaître à la fin du 19e siècle. En 1790, une loi fédérale aux États-Unis va mettre en place le fameux copyright. Par contre, cette loi du copyright n'a pas la même idéologie de fond que les lois qui vont être mises en place chez nous. En effet, à travers le copyright, on a essentiellement une idée économique, et ce qu'on protège, c'est avant tout le producteur plutôt que l'auteur. Et oui, en France, la place de l'auteur ne va pas du tout occuper la même place qu'outre-Atlantique, et les droits d'auteur vont être créés, vont naître, vont émerger à l'issue de deux grandes lois. La première de ces deux lois, c'est celle du 31 décembre 1790 et du 7 janvier 1791. Cette loi, elle va consacrer la propriété d'une découverte industrielle à son auteur, et cet auteur-là pourra jouir de cette propriété entre 5 et 15 ans, selon ce qu'il aura obtenu, ici encore, par lettre patente. La deuxième de ces lois, c'est la loi du 19 juillet 1793, qui va rester en application presque tout le 19e siècle, et qui va connaître seulement une modification le 14 juillet 1866, portant la jouissance pour les héritiers de 10 à 50 ans après le décès de l'auteur. En France, à la fin du XVIIIe siècle, on a une très grande dichotomie dans la conception que l'on se fait du droit d'auteur. Pour certains, ce droit d'auteur doit être avant tout un droit public, là où d'autres vont le considérer comme un droit exclusif à son auteur pendant une durée limitée. Mais à ce moment-là, on arrive au moment de la Révolution, et la Révolution, d'une manière générale, va consacrer le domaine privé, la propriété privée. Il est donc normal qu'à ce moment-là de l'histoire, à ce moment-là de la logique juridique, le droit d'auteur aille aussi dans ce sens. Au XIXe siècle, les débats vont reprendre essentiellement à partir des années 1840, et ça jusqu'en 1866, notamment avec l'émergence de tous les mouvements socialistes. Et ces débats, ils vont se fixer pour la plupart, sur la durée que doivent avoir ces droits d'auteur. Si l'on prend une personnalité comme Lamartine, il déclare « Un homme dépense sa vie entière, consume ses forces mentales, énerve ses forces physiques dans l'oubli de soi-même et de sa famille, pour enrichir après lui l'humanité, soit d'un chef-d'œuvre de l'esprit humain, soit d'une de ces idées qui transforment le monde. Il meurt à la peine, mais il réussit. Le monde intellectuel s'en empare, l'industrie et le commerce l'exploitent, cela devient une richesse tardive ou posthume. Tout le monde y aurait droit, sauf celui qui l'a créé. Sa veuve et ses enfants mendieraient dans l'indigence, à côté de la fortune privée, enfantée par le travail ingrat de leur père. Et à côté de cette pensée du droit d'auteur comme un droit privé, d'autres auteurs, comme Proudhon, vont avancer une pensée beaucoup plus sociale. L'argument principal va être que la conception de la propriété intellectuelle est avant tout une atteinte au domaine public. Quelque part, le public est partie prenante dans la production des idées des auteurs, et l'en privé est donc une atteinte à ses droits. Tous ces débats amènent à la loi de 1866 qui va étendre les droits post-mortem de 10 à 50 ans pour les ayants droit. Ces lois révolutionnaires, elles vont rester en vigueur un certain nombre de temps, et en fait jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, et plus précisément jusqu'aux lois du 11 mars 1957. Les débats avaient repris avant-guerre, notamment avec un projet porté par le ministre Jean Zay, voulant établir le créateur comme travailleur et non propriétaire. Ce projet avait été abandonné, il avait été avorté, et après-guerre, c'est finalement la tendance opposée qui l'a emporté. Alors ça s'explique assez facilement. Avant-guerre, on a la pensée sociale qui est très en avant, c'est la période du Front populaire, ainsi de suite. Là où après-guerre, c'est le facteur économique qui l'emporte dans à peu près tous les domaines de la société. Depuis 1957, cette loi a connu un certain nombre de modifications, et elle est amenée à en connaître de nouvelles. Le monde du numérique a fait naître un certain nombre de critiques à l'égard de celle-ci, et notamment dans la conception que l'on s'en fait face à un monde qui finalement n'est plus du tout le même que celui que l'on a connu il y a plus d'un demi-siècle maintenant. Alors, la logique de fond du droit d'auteur en soi, elle n'est pas mauvaise, elle est censée empêcher toute personne n'ayant pas participé à la production de s'accaparer les revenus d'une œuvre. Cependant, quand on se retrouve dans certaines œuvres complexes,
il est difficile pour des personnes ayant pris part au projet de faire reconnaître leur voix, de faire reconnaître leur participation en tant que créateur de cette œuvre. Il ne faut pas oublier que lors de la création d'une œuvre, quand on a une création multiple avec différents auteurs, différents participants, comme dans la vie de tous les jours, il y a un rapport de force qui se crée. Et plus on est faible dans ce rapport de force, plus on a de chances de s'en retrouver exclu. Et à côté de ça, même quand on arrive à se faire reconnaître comme étant co-auteur, co-créateur, il peut arriver que l'on ait à nouveau des difficultés à toucher les droits qui pourtant nous reviennent. Et notamment parce que des sociétés de perception de droits, comme la SACEM que nous allons voir juste après, des fois mettent un peu des bâtons dans les roues à certains individus. Et c'est justement là la transition pour basculer vers les sociétés qui perçoivent les droits d'auteur et qui les redistribuent. Et pour ça, on va prendre un exemple très concret qui est celui de la SACEM. Eh bien mes amis, je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais bien vu que mon script était un peu plus long que d'habitude, 2 fois plus long que d'habitude, et du coup ça fait un épisode très chargé de presque 30 minutes que je vais donc découper en 2 épisodes comme j'avais fait au tout début de la chaîne. Le prochain épisode portera donc sur la question de la redistribution de ces droits d'auteur via un exemple d'une société de perception de ces droits qui est la SACEM. Le format de l'épisode sera un peu différent de d'habitude puisqu'une grande partie sera consacrée à la critique de ce système qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. En attendant, j'espère que l'épisode que vous venez de voir et qui était peut-être plus chargé en informations que les autres vous a plu. Et je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Ah au fait, dans la description vous trouverez maintenant un lien vers mon compte Instagram et je vais vous inviter également éventuellement à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, mais aussi à commenter, critiquer et dire ce que vous en pensez. Allez, à bientôt!